Si vous aviez un message, admettons qu'Emmanuel Macron tombe sur cette vidéo, quel message auriez-vous à lui donner sur les questions d'effondrement? S'occuper tout de suite de sortir du nucléaire et des énergies fossiles, non pas en 30 ans, mais en 3 ans. C'est possible, mais évidemment, c'est possible techniquement, mais évidemment au prix de conditions de vie très différentes de celles dont on jouit actuellement en France, qui sont l'exubérance des objets, la surconsommation, la dépense énergétique sans compter. Tout ça est une pure illusion. Donc il faut tout de suite passer à ce qu'on peut appeler, comme dit notre ami Pierre Rabhi, disons la simplicité. Elle ne sera plus volontaire, elle sera un petit peu plus collective. Il est temps que la société civile, notamment à l'échelon local, par exemple à Notre-Dame-des-Landes, comme nos amis les zadistes, qui sont, on peut dire, les précurseurs de ce qu'il faut faire en France, ou bien les gens qui luttent ici près de Paris, là, au triangle de Gonesse, contre le projet d'Europa City. C'est donc localement, en faisant de la permaculture, en étant toujours collectif, hein, jamais individuellement, qu'on peut reconstruire des sociétés plus résilientes, plus résistantes à cet effondrement qui arrive. Le monde plutôt qui correspond à la réalité en fait. On essaye de vivre dans un espèce de truc, enfin je sais pas si c'est harmonieux, je vais pas dire ça, mais en tout cas un truc un peu où tu essayes de te projeter dans le futur quoi. Ce que fait pas ce monde, moi j'ai l'impression, et plutôt on est en train de nous voler notre avenir. Moi, ça fait depuis que j'ai à peu près 6 ans qu'on me dit que voilà, je vais vivre dans un monde de merde où en fait, tous les animaux vont mourir. Et moi, j'ai quand même l'impression que c'est pas du flan en fait, qu'on est en train de faire un truc que plein de gens idéalisent, mais pas forcément en pensant à ici, mais en se disant ah, un monde super, ce serait un monde où tout le monde aurait à manger, blablabla. En fait, ici, ouais, c'est ça qui se passe. Et moi, je trouve ça assez hallucinant et dégueulasse en fait qu'on nous dise ben maintenant cassez-vous parce que je pense que en fait on est plus proche d'un désir d'avenir que ce monde-là en fait, que cette société, ce qu'elle nous permet, enfin ce qu'elle nous donne quoi, et ce qu'elle nous vole surtout. En fait, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous faire un truc comme ça. C'est pas possible. On est trop soutenus. Vous pourrez pas. Vous pouvez pas. Moi, je suis habitant ici depuis 5 ans, vous voyez. Moi, ça fait 5 ans que je m'engage ici, que je m'investis ici. Vous n'allez pas nous dégager comme ça. Non. Non, vous n'avez pas. Non, je veux pas. Alors Sarah, vous habitiez au 111. Ce qu'on ne voit pas sur ces images d'expulsion, c'est que quelques heures plus tard, la maison collective et la bergerie ont été détruites par les gendarmes. Est-ce que c'est difficile de se remettre à discuter avec l'État après qu'il a détruit votre maison et votre bergerie ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les sans-noms, hein, bien sûr, qui ont été détruits pendant cette semaine. Il y a 28 lieux d'habitation, donc presque un tiers des lieux d'habitation, aussi des lieux collectifs qui ont été détruits. On a des centaines de blessés, avec un ensemble de bavures, comme on en a rarement autant vu à la fois. Voilà, des tirs tendus de flashballs, tout un tas d'éclats de grenades. En fait, on est passé à côté d'avoir des morts des dizaines et des dizaines de fois. D'ailleurs, c'est pas grâce aux gendarmes qu'il n'y a pas de morts, c'est parce qu'on a été hyper attentionnés, parce qu'on a l'expérience de Rémi Fraisse. On sait que c'est avec une grenade de désencerclement dans son cou, coincé derrière son sac à dos, qu'il a été tué. Et on a eu plein de situations avec des gens qui, en fait, se sont retrouvés avec des grenades de désencerclement dans la capuche, mais une espèce d'attention collective à vite les sortir, à vite les enlever des sacs à dos. Mais clairement, il faut se rendre compte que là, ce qu'on a subi, c'est une occupation militaire avec des chars d'assaut, avec des quantités de lacrymos et de bombes en tout genre, des flashballs, des choses, des tirs tendus, mais absolument ignobles. Et on a clairement des centaines de blessés. Donc on est encore sous le choc, clairement. On a beaucoup discuté sur l'idée de revenir discuter avec le gouvernement. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui nous a été aisé à définir ensemble. On a passé des heures de réunion pour essayer de renouer ce dialogue-là. Et du coup, on a l'impression que il faut qu'on multiplie les façons d'essayer de stopper cette répression complètement aveugle qui nie la dimension populaire du mouvement qu'on a construit autour de la ZAD et de son avenir.
et qui nie en fait et qui construit quelque chose de complètement artificiel sur qui sont les zadistes, qui fait croire qu'il y en a qui voudraient en découdre, d'autres qui seraient les gentils pacifistes comme au son nom, etc. En réalité, on est réellement tous ensemble, on a l'habitude de partager ces moments ensemble. La violence aujourd'hui, elle est du côté des policiers, elle n'est pas du côté des gens qui essayent de résister. Vous voyez, c'est David contre Goliath, ce qu'on traverse, donc il ne faut pas inverser complètement les choses. Et donc, on a décidé de revenir discuter parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des morts la semaine prochaine, et pourtant, on sent bien qu'eux, ils sont en train de construire une opération médiatique pour que ce soit rendu acceptable par l'opinion publique. Et clairement, si la semaine prochaine ils reviennent et qu'il y a des morts, moi je suis convaincue que ce ne sera pas un accident. On peut parler d'homicide parce qu'ils savent très bien ce qui s'est passé, toutes les morts qu'on a évitées cette semaine. Et s'ils reviennent la semaine prochaine, en plus avec la campagne médiatique pour armer encore davantage les gendarmes, il n'y a aucun doute, ça va être dramatique l'issue de cette situation. L'État aujourd'hui, et le dit de manière extrêmement ferme, il l'a redit tout à l'heure par la voix de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, l'État vous dit, vous devez vous régulariser. Vous, à ce stade, qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Alors, nous, clairement, on a mis en place tout un ensemble de démarches pour essayer de se régulariser. Donc, il faut savoir que le projet d'aéroport, il est arrêté depuis à peine 2 mois. On a monté un ensemble de statuts associatifs. On a demandé un rendez-vous collectif à la MSA. Donc, on a bien l'envie de donner des noms, en fait. C'est un artifice. Voilà, la MSA, la mutuelle agricole. C'est un artifice que de dire qu'on refuse de donner des noms. Nous, ce qu'on veut, on est tout à fait d'accord pour donner des noms. Mais ce qu'on veut, c'est que l'État puisse reconnaître que le projet qu'on a, c'est un projet avec une dimension collective qui intègre à la fois tout un ensemble d'activités agricoles, des installations individuelles formelles avec une vocation économique, tout un tas de tissus associatifs avec une agriculture plutôt vivrière et tournée vers les solidarités, et puis des activités artisanales, des gens qui sont aussi impliqués sur des questions sociales. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, on est dans une société où, en fait, c'est marche ou crève. Donc, il y a un ensemble de gens qui se retrouvent sur le carreau, qui sont exclus systématiquement. À la ZAD, ils ont trouvé aussi un refuge, et ces gens-là, ils sont avec nous, et on a envie d'en prendre soin, on a envie de continuer à les accompagner et de leur donner une place sociale concrète. Et on ne voit pas le sens de vouloir faire ce tri, etc. Parce que d'abord, on est ensemble, et cette espèce de scission, elle est même pas si nette que ce qu'ils veulent bien inventer. Entre les gentils et les méchants, entre les ceux qui ont gentils un et les projet, méchants, ceux qui n'en ont etc. pas. Moi, je serais bien incapable de faire ce tri alors que j'habite là depuis des années. Et en plus de ça, vous voyez, ces gens-là, ils existent en fait, et il y en a de plus en plus. Donc faire semblant qu'on va pouvoir balayer toute une frange de la population pour garder que les gens qui auraient l'air plus propres et compagnie, c'est une aberration. Il faut d'abord résoudre les problématiques sociales avant de vouloir juste faire invisibiliser et continuer d'exclure toujours les personnes qui sont exclues ailleurs. Ce qu'on nous propose là, c'est absolument pas un dialogue, c'est un ultimatum. Voilà, on nous met un pistolet dans la tempe et on vous dit si vous signez pas ce papier, on vous extermine dans quelques jours. Moi, je trouve pas que ce soit une façon très démocratique de nouer un dialogue avec toute une frange de la population qui nous soutient notamment. Et en plus de ça, il faut savoir que, en fait, cette fiche individuelle, elle se décale complètement de la réalité de ce qu'on a inventé sur la ZAD. Donc moi, je veux bien essayer de vous expliquer à quel point, en réalité, on n'est pas sur une juxtaposition d'individus qui feraient chacun un projet dans leur coin, ou même une juxtaposition de collectifs qui feraient chacun un projet dans leur coin. On est sur une logique de commun, et comprendre, et essayer de comprendre ce qu'on fait, ça demande de se pencher sur la complexité même de ce qu'est la notion de commun. Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne. Comment est-ce que vous regardez les conditions d'ouverture de cette deuxième phase de négociation ? Nous, déjà, on est dans une situation de guerre sur place, de guerre voulue par l'État, et de remettre, très peu de temps après des violences policières énormes, de remettre une réunion de négociation. On a l'impression qu'on propose là aussi un nouvel ultimatum en disant, voilà, on vous a bien marché sur la tête, et puis maintenant, il faut revenir. Et eux, ils font le choix. Malgré le fait que l'État a cassé leur lieu de vie, a cassé leur projet professionnel, ils font le choix de revenir à la table de négociation. Donc, il y a une volonté de construire énorme chez ces gens-là. Il y a une volonté vraiment d'avancer et de sortir de la situation de blocage qui est imposée par l'État aujourd'hui. Donc l'État, du coup, ça ne leur suffit pas. Ils mettent un cadre très strict en disant « ça sera des projets individuels ». Mais de quel droit et comment ça se fait que sur cette zone-là, on va avoir la seule zone en France où les gens vont s'inscrire dans des projets individuels qu'il faut monter en 2 mois. Moi, je me suis installé en 1995, j'ai commencé mon projet d'installation 1 an avant.
Pendant 1 an, j'ai construit mon projet d'installation, mon projet de vie. Alors là, ils ne partent pas de rien, ils sont là sur la zone depuis longtemps, mais il y a besoin de temps pour que les gens puissent s'inscrire vraiment leur projet professionnel. Et puis, il y a la négation du collectif. Et ça, c'est quelque chose qui nous est insupportable. De partout, il y a des gens qui se montent en SCOP, il y a des gens qui se montent sur des structures coopératives d'exploitation en commun. Et pourquoi sur cette zone-là, on refuse cet état de fait. On refuse de reconnaître que ce qui est possible ailleurs, puisque c'est possible ailleurs d'être en SCOP, ça ne serait pas possible sur cette zone-là. Enfin, c'est un peu délirant. Ou alors on a envie de morceler, de faire une mosaïque d'individus et de nier l'existence de la force collective. S'il n'y a pas d'aéroport, c'est qu'il y a une force collective énorme qui s'est dégagée de cette zone-là, entre les habitants historiques, les habitants nouveaux, les anciens paysans, les paysans nouveaux, et puis tous les soutiens qu'il y a eu. Mais c'est bien qu'il y a eu ce collectif qui s'est soudé, qui a appris à travailler ensemble. Enfin, ça en parlera beaucoup mieux que moi. Mais il y a une grande leçon de démocratie sur la ZAD. La démocratie telle qu'elle est pratiquée, moi le peu que je l'ai vue de façon extrêmement collective, c'est quelque chose de fort. Aujourd'hui, l'État impose un cadre de négociation extrêmement étriqué, extrêmement... voilà, enfin, quand on voit en plus que c'est Nicolas Hulot qui fait le sale boulot là aujourd'hui d'aller à Nantes en disant ok, bon ben il y a un cadre et puis si vous n'êtes pas content, on va vous marcher encore une fois sur la tête. Enfin, c'est juste insupportable. Clairement, vous aujourd'hui, Laurent Pinatel, vous dites que la manière dont l'État réouvre cette négociation, vous paraît pas acceptable, elle vous paraît trop contraignante, trop dure. Vous les appelez quoi? C'est pas plus de acceptable. souplesse? Nous, voilà, on appelle déjà la première chose, c'est de faire baisser la pression sur la zone. Il y a effectivement, hein, Sarah l'a dit à plusieurs reprises, ça va vraiment mal finir, quoi. Il va y avoir un mort au final, ou des morts. Donc il faut baisser la pression, il faut que les gendarmes présents, les militaires présents sur le site arrêtent de tirer des grenades à tout bout de champ. Enfin, ça c'est quelque chose, c'est la première chose. Il faut faire baisser la pression de la violence, et on sait très bien que la violence, elle est partie des forces de police, et la pression qui baisse doit partir là aussi des forces de police. C'est effectivement, il y a eu une escalade de la violence des deux côtés, parce qu'il y a des gens qui ont attaqué, des gens qui se sont défendus. On a un niveau de violence sur cette zone-là qu'il faut faire baisser, et il faut absolument que ce soit l'État qui fasse baisser cette violence pour préserver l'intégrité physique de tout le monde. Ça, c'est la première chose. L'État lui-même dit on est en défensive, on est en défense, les gendarmes se font attaquer, Peut-être qu'ils sont en défense, mais ça a été eux les agresseurs, et ils ont réellement agressé des gens. Il n'y a eu aucune concertation sur ce qui s'est passé. Il y a eu un dérapage, évidemment, il y a eu un dérapage quand l'État est rentré sur la ferme des Sans-Noms. On était plusieurs, José pourra en parler tout à l'heure, à interpeller le gouvernement, à essayer de faire marcher nos réseaux pour dire mais là vous êtes complètement à côté de la plaque, quoi. Vous attaquez des lieux, là vous avez atteint un point de non-retour. Et bien malgré ça, ils ont continué. Sarah l'a très bien dit, il y a les Sans-Noms, c'est le plus emblématique, mais il y en a eu plein d'autres. Ça a continué. Aujourd'hui, on met tout le monde autour de la table de négociation. Ils font un effort monstrueux. Moi, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais eu la force d'aller m'asseoir à la table de ceux qui agressent. Ils y sont allés et on leur a dit, en fait, le cadre n'a pas bougé, quoi. On a fait plein de conneries, on a bousillé toutes vos vies, mais en fait, non, il faut quand même rentrer dans ce cadre-là. Et sous-entendu, si vous ne rentrez pas, on recommence la semaine prochaine. Mais c'est pas acceptable. On est aujourd'hui dans une négociation. Dans une négociation, il y a forcément des allers-retours, il y a forcément des gens qui vont lâcher du lest. Eux, ils en ont lâché, puisqu'ils disent, enfin Sarah l'a dit clairement tout à l'heure, nous, on est prêt à donner nos noms, on est prêt à s'inscrire dans une démarche collective avec nos noms à identifier. Bon, ben voilà, mais que l'État joue le jeu aussi, quoi. Ce questionnement, qui n'est pas un questionnement nouveau, hein, sur ce rapport aux fiches individuelles, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, aujourd'hui, ce que le gouvernement nous demande de faire, c'est de mentir. C'est de proposer un ensemble de projets, de gens individuellement qui seraient investis dans des activités purement agricoles. C'est de faire comme si tout le monde ici était nécessairement productif, parce que ceux qui ne sont pas productifs n'auraient pas le droit de rester. Je regrette, il y a des gens, ils ne sont pas en état de travailler, ça existe partout. Nous, on a des personnes qui sont là pour se ressourcer, qui ne sont pas en état de travailler, et je ne vois pas pourquoi ces gens-là, ils seraient nécessairement exclus pour retourner à la rue sous un pont ou je ne sais pas quoi. Pour moi, ça fait sens que ces gens-là ils soient avec nous, ça fait sens qu'on soit solidaires. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est clairement de mentir, de ne pas être solidaires les uns des autres, c'est nier complètement les bases même du pourquoi est-ce qu'on a gagné cette lutte. C'est parce qu'on a construit quelque chose sur des bases de l'entraide, sur des bases de la solidarité. L'étape d'après, en fait, si on commence à remplir ces fiches individuelles, ça va être le tri.
Parce que là, pour le moment, ces fiches individuelles, elles doivent être étudiées au COPIL. Qui est-ce qu'il y a dans le COPIL? Voilà, la Chambre d'agriculture, la FDSEA, les JA, qui sont à des kilomètres de comprendre ce qu'on invente ici et qui ont même plutôt envie de l'écraser parce que ça les dérange. Je pense que si on commence à remplir ces fiches individuelles, c'est leur donner les moyens, encore une fois, de nous trier, et c'est renier les fondamentaux politiques qui justifient en fait le fait qu'on a construit cette ZAD, le fait qu'on ait une source d'espoir.